Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Alors comme chaque semaine, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. Nous irons en Libye, un pays dont on ne parle plus. 3 ans après la chute de Kadhafi, les habitants vivent le chaos au quotidien. Nous ferons le point sur la situation avec Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Puis nous reviendrons une nouvelle fois sur les intempéries dans le sud de la France en nous intéressant à leurs conséquences sur le littoral méditerranéen. Les plages sont en train de disparaître, vous verrez comment on tente de ralentir cette érosion. Enfin, je vous emmènerai en Italie pour une visite un peu particulière, la ville de Naples, comme vous ne l'avez jamais vue. Elle a souvent servi de décor de cinéma. Restez avec nous, vous comprendrez pourquoi. Mais pour commencer, un vote purement symbolique. Cette semaine, l'Assemblée nationale française s'est très largement prononcée en faveur de la reconnaissance de la Palestine. Une résolution non contraignante. En fait, le calcul est politique. Il s'agit de mettre une plus grande pression diplomatique sur le gouvernement israélien pour relancer les négociations. Sur le terrain, les tensions sont plus vives que jamais. Les colonies israéliennes continuent de grignoter les territoires palestiniens. La coexistence devient de plus en plus difficile, voire impossible. Le tramway qui traverse de part en part Jérusalem en est la preuve. Un tramway nommé Désillusion, c'est un reportage de Franck Genozo et Charles Anderla. 12 heures par jour, il serpente au pied des murs de l'antique Jérusalem. Mais son allure paisible, pareille à celle de centaines de tramways dans le monde, est ici bien trompeuse. Attentats à la voiture bélier à répétition, affrontements sur les rails. Certains le surnomment déjà le train de l'intifada. Inauguré il y a 3 ans, le tramway de Jérusalem devait au départ en quelque sorte relier les différents quartiers et surtout les différentes confessions. Mais il est aujourd'hui le symbole des profondes déchirures qui existent encore et il suffit d'un trajet pour s'en rendre compte. Le projet de départ était pourtant ambitieux. Relier la partie israélienne de la ville, l'ouest, à celle palestinienne, l'est, annexée par l'État hébreu en 67. Et à la station mairie en plein centre-ville, la rame est pleine. Mais juifs et musulmans cohabitent plus qu'ils ne se mélangent. Le tout sous haute surveillance. Aussi longtemps que nous garderons les Palestiniens au sein de notre État sans leur donner de statut précis, nous avons l'obligation de les considérer comme des citoyens à part entière et donc de leur donner accès aux mêmes services que nous. La station suivante, porte de Damas, marque l'entrée à Jérusalem-Est. Marwan et Mohamed attendent le tramway pour aller travailler. Ils sont palestiniens. Pour eux, il est avant tout un symbole de discrimination. Les policiers du tramway sont racistes. Quand ils voient des Arabes, ils nous contrôlent et nous arrêtent. Et ça nous met en retard au travail. Ils nous avaient prévenus, même avec une caméra, nous n'aurions pas longtemps à attendre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous avez une pièce d'identité? Oui. Je peux la voir? Fouille complète, interrogatoire, leur quotidien, expliquent les 2 jeunes gens. Ici, c'est mon pays, vous comprenez? Et il se balade avec son arme, comme s'il était notre patron. Alors moi j'espère qu'il y aura la guerre, et que ça arrivera bientôt. Les policiers ont des raisons, disent-ils, d'être suspicieux. Car la station suivante a été le théâtre d'une attaque violente il y a 1 mois. Une voiture bélier convoite ici écraser les usagers qui attendaient le tram. 1 mort, 12 blessés, le conducteur était palestinien. Même chose une station plus loin 1 mois auparavant. Une voiture balaye les passants sur le quai. Un bébé est tué sur le coup. Des blocs de béton ont été apposés pour éviter que ça n'arrive à nouveau. C'est effrayant, il y a vraiment des malades dans ce pays. La peur s'est donc confortablement installée sur les sièges du tramway. Dernière station avant les quartiers arabes, les passagers israéliens s'apprêtent pour la plupart à descendre. Nous sommes idiots d'avoir cru qu'on pouvait laisser le tramway passer dans leur quartier. Si on l'arrête avant, peut-être qu'ils comprendront. Le nom de la station suivante fait frissonner la plupart des passagers israéliens. À Chouafat, quartier palestinien, la nervosité est quotidienne. Sous nos yeux, énième friction entre les policiers et les jeunes du quartier. Depuis la mort d'un adolescent palestinien tué par des Israéliens en juillet, les émeutes sont fréquentes, le tramway souvent stoppé, au grand désespoir des habitants les plus âgés.
On va s'asseoir et regarder les Israéliens passer? Non, on veut l'utiliser aussi, ce tramway. Il passe en Palestine, alors il est à nous aussi. Au bout de la ligne, comme un symbole des tensions actuelles, une colonie urbaine israélienne en territoire palestinien. Voilà pourquoi, disent certains, le tramway entérine de fait l'annexion par l'État hébreu de pans entiers de Jérusalem-Est. Mais dans la rame, un Israélien prend la défense des Palestiniens qu'une femme vient de critiquer. Dans les quartiers palestiniens, quand un jeune fait ne serait-ce qu'une bêtise, il y a 1000 policiers qui lui tombent dessus. Un tramway nommé désillusion pour ceux qui croyaient pouvoir mélanger les populations, les inciter à se parler. Un tramway où la défiance est plus forte que jamais entre Palestiniens et Israéliens. Avec nous, Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Kader Abderrahim, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous faites également partie d'un groupe d'experts auprès de l'ONU. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la Libye, mais avant, une petite réaction à ce reportage. Selon vous, un État palestinien est-il toujours possible ? Non seulement il est possible, mais il est indispensable. C'est la seule manière de garantir la viabilité sur le long terme d'Israël, mais également c'est la seule manière de redonner de la stabilité à l'ensemble de la région. Depuis maintenant plus de 40 ans, la question palestinienne a été l'objet de beaucoup de violences et de guerres entre Israël et les pays arabes. Et une fois que cette question serait réglée d'une manière définitive, un État palestinien installé dans des frontières reconnues internationalement serait une manière de redonner de la stabilité à l'ensemble de la région et à garantir la sécurité d'Israël. Je crois que c'est la seule solution. D'ailleurs, il y a énormément d'intellectuels ou d'anciens diplomates israéliens qui l'admettent aujourd'hui et qui participent à un débat sur la création d'un État palestinien. Revenons à la Libye. 3 ans après la chute de Kadhafi, la situation est plus que jamais instable. Les armes circulent en masse, l'insécurité règne. Je vous propose de découvrir ce reportage de nos confrères de Méditerranéo. Ils se sont rendus à Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. On en parle tout de suite après avec notre invité. Nous sommes sur la route de Misrata, l'un des bastions de la rébellion libyenne. Dans ce pays, 3 ans après la chute de Kadhafi, les routes ne sont toujours pas sûres. Nous sommes accompagnés par 2 hommes de la sûreté de la ville. Nous faisons partie des nouveaux policiers de la ville. On reçoit des bénévoles en tout genre. Nous avons des ingénieurs, des instits, des chauffeurs de taxi, tous ces gens qui veulent se joindre à nous. On les forme et ils travaillent à nos côtés. À 10 km de la ville, premier barrage. Regardez, les gars bossent. Ils sont même pas au courant que nous sommes là. En Libye, 3 ans après la fin officielle de la guerre, la situation reste tendue. Les violences se poursuivent et les militants des droits de l'homme sont assassinés. Au port de Benghazi, on filtre les entrées pour sécuriser la ville. Et souvent, ce sont des clandestins africains se dirigeant vers l'Europe qui sont capturés. Et la dernière prise date d'à peine quelques heures. Levez-vous et mettez-vous là. Comment êtes-vous arrivé ici? Qui vous a emmené à Misrata? Dans une voiture. Et tes papiers sont où? Je les ai. Tu as un visa? Non. Comment es-tu entré en Libye? Clandestinement. Nous poursuivons notre chemin vers Misrata. Arrivé sur place, première découverte, une police, aux tenues flambant neuves, assure la circulation. Notre accompagnateur n'est pas dupe, les armes circulent, et une police armée d'un simple pistolet ne peut pas tout gérer.
Oui, il y a un paquet d'armes ici. Si un policier sort son pistolet, on lui sort un lance-roquette. S'il dégaine une Kalachnikov, on lui met en face un char. Il y a des habitants qui en ont. 1200 hommes, la plupart à peine formés, composent la nouvelle police de Misrata. L'État libyen est encore faible et les miliciens, comme les chefs de tribus, en profitent pour faire régner leurs lois. Pour le préfet de la ville, le danger vient de l'étranger. En vérité, il y a des gens qui ne veulent pas que la Libye soit stable. Il y a des pays étrangers, mais aussi les Libyens vivant à l'étranger, encore fidèles à l'ancien régime. Et les deux essayent de nous déstabiliser. Mais je ne peux pas être plus précis que ça. Il y a aussi un autre problème que nous devons régler. C'est celui de la propagation des armes dans notre pays, qui est entre les mains d'irresponsables. La Libye est un arsenal à ciel ouvert. D'après l'ONU, 40 millions d'armes circulent librement, soit 6 armes par habitant. Dans ce contexte, et par mesure de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à filmer l'extérieur de la brigade des stupéfiants. Ce pays doit affronter un autre problème, le trafic de drogue. Les trafiquants ramènent tout ça du sud pour le faire entrer clandestinement en Europe. Nous n'avons pas les moyens pour bloquer tout ça. Pas de matériel récent. On n'a même pas de chiens renifleurs et du bon matériel. On a besoin d'aide et de formation de l'Europe. Nous avons 4000 km de frontières terrestres et 2000 maritimes. Nous n'avons pas les moyens de sécuriser ces frontières. Aujourd'hui, elles sont complètement ouvertes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a personne pour stopper tout ça et protéger notre pays de ces drogues qui arrivent par tonnes chez nous et qui se dirigent vers l'Europe. Le soir, l'un des rares magasins ouverts à Misrata est un marchand d'oiseaux. Mais pour moins de $100, on peut y acheter aussi des pistolets, voire des gros calibres. Je peux l'utiliser pour commettre un crime, comme pour simplement me défendre. À la base, c'est considéré comme une arme de chasse. Misrata est l'une des villes les mieux sécurisées de Libye. Et pourtant les armes, la drogue prolifèrent. L'avenir de la Libye dépend de ce que deviendront ou ne deviendront pas sa police et son armée. Deux institutions qui pourraient représenter l'unité du pays, ou au contraire, disparaître dans les conflits armés, tribaux, religieux et politiques. Alors Kader Abderrahim, comme nous venons de le voir, la situation en Libye est extrêmement instable. Quelle est la particularité de la Libye par rapport à ces pays voisins qui ont également fait leur révolution, la Tunisie ou encore l'Égypte ? La principale raison pour laquelle la Libye est plongée dans le chaos, c'est qu'il n'y a jamais eu d'État dans ce pays, il n'y a jamais eu d'institution. Le colonel Kadhafi avait conçu sa Jamahiriya comme un mouvement révolutionnaire, toujours capable de se remettre en question et en cause. Donc il n'a jamais été dans la démarche d'un dirigeant qui cherchait à créer un État en lui donnant des institutions légitimes ou fiables qui permettaient de structurer la nation autour de ces institutions. Ça n'a jamais été cette démarche-là. Et aujourd'hui, on retrouve, je dirais, les vieux antagonismes après la chute du régime de Kadhafi et sa mort. On retrouve les vieux antagonismes tribaux, sociaux et ethniques qui s'expriment dans les différentes régions du pays. Il y a plus de 150 tribus, 200 chaînes de télévision, des milices, des berbères. Et donc aujourd'hui, la situation est devenue quasiment incontrôlable et chacun dans sa région tente de construire un petit État pour peser sur le pouvoir central. Alors justement, est-ce qu'il y a un vrai risque que le pays sombre dans des conflits tribaux, religieux ou politiques ? C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, les milices se font la guerre entre elles, y compris à Tripoli. Ce sont elles qui ont fait chuter 2 gouvernements, qui ont pris en otage l'été dernier, l'été 2013, pendant 3 jours, le ministère de la Justice, parce que des membres d'une milice avaient été arrêtés. Donc on est dans une situation chaotique, dans une situation d'efflagration qui est la conséquence directe de l'intervention occidentale. Donc la guerre est déjà une réalité, mais surtout l'instabilité chronique provoque aussi de l'instabilité dans l'ensemble des pays environnants. Alors évidemment, ça concerne la Tunisie, le Soudan et puis l'ensemble du Sahel. Alors justement, j'allais vous parler de ces pays voisins qui craignent le pire avec ces armes qui circulent, ce chaos en Libye, justement, la Tunisie, l'Algérie. Est-ce que le risque est réel pour eux ? Non seulement il est réel, mais c'est déjà une réalité. Il y a déjà énormément d'armes qui circulent. L'Algérie a rendu sa frontière, qui est quand même très importante, 1700 km avec la Libye quasiment hermétique. Mais est-ce possible de vraiment contrôler les choses ? La Tunisie est un petit pays avec beaucoup moins de moyens sur le plan sécuritaire. Et puis il y a maintenant une implantation terroriste depuis presque 2 ans le long de la frontière algérienne sur un petit mont qui s'appelle le Jebel Shambi. Donc cette violence est déjà une réalité. Le terrorisme est déjà une réalité pour ces pays-là. Et puis, on le voit aujourd'hui dans le Sahel qui est quasiment impossible à contrôler. Ce sont quand même des centaines de milliers d'hectares qui vont de la mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique. Et la conséquence, là encore, directe de la chute du régime de Kadhafi, c'est la circulation d'armes, de contrebande, de drogue, de toutes sortes, qui rendent la situation à la fois chaotique et très instable pour l'ensemble des pays de la région, encore une fois. Kader Abderrahim, merci pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous suivrons bien évidemment cette actualité dans nos prochains numéros. Venons-en à présent aux autres événements qui ont marqué cette semaine. Et on commence par le procès de Moubarak en Égypte. Un tour d'horizon préparé par Vanessa Fiz et Manu Fon. La révolte de la place Tahrir en Égypte n'est-elle plus qu'un lointain souvenir ? C'est ce que craignent aujourd'hui les militants pour la démocratie. À peine 3 ans après les événements, la justice a décidé de blanchir Hosni Moubarak des charges qui pesaient contre lui concernant la répression et les centaines de morts survenus à l'époque. Une décision qui a fait de nouveau sortir des milliers de kérotes dans la rue. Alors qui a tué ces gens en 2011 ? Personne n'est mort, c'est ça ? Qui les a tués ? Abdel Fattah al-Sisi, aujourd'hui au pouvoir, est accusé d'avoir refermé la parenthèse démocratique. Il se défend en assurant que la décision de justice ne signifie pas un retour en arrière. Moubarak, pour sa part, se trouve actuellement incarcéré dans un hôpital militaire pour corruption. Il pourrait bénéficier d'une libération anticipée. Les Italiens le surnomment Capitaine Lâcheté, la presse l'homme le plus détesté d'Italie. Le commandant du Costa Concordia comparaissait cette semaine devant la justice pour son abandon de poste alors que son navire de croisière coulait et que 32 passagers périssaient. Il a livré comme à son habitude une version très personnelle des faits. C'est par la force de la gravité qu'il a été déséquilibré et a dû choisir entre tomber à l'eau ou dans une chaloupe. Des propos choquants bien sûr pour les proches des victimes, d'autant qu'aujourd'hui une vidéo tournée à l'époque par les pompiers permet d'attester qu'il a délibérément quitté le bateau bien avant l'évacuation de la plupart des passagers. Les juges entendront dans les semaines qui viennent les parties civiles et la défense. Le verdict sera rendu en janvier prochain. Le pape François, déchaussé, pris dans la mosquée bleue d'Istanbul aux côtés du grand moufti. Cela restera une des images fortes de la visite du Saint-Père en Turquie. Une image mais aussi un message à porter, celui de la tolérance et de la lutte contre le terrorisme, sans amalgame avec l'islam. En tant que chefs religieux, nous devons dénoncer toutes les violations des droits et de la dignité humaine. Le Coran est un livre de paix, a insisté le souverain pontife. Les intempéries dans le sud de la France à présent. C'est le 10e épisode depuis le mois de septembre. Le gouvernement va engager une procédure de classement en état de catastrophe naturelle pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales où de violentes inondations ont fait un mort et plusieurs milliers de déplacés. Après les tempêtes, l'heure est au nettoyage, mais il y a des traces qui vont être impossibles à effacer. Les digues ne suffisent plus à repousser l'assaut des vagues, les plages de Méditerranée ne résistent plus à la montée des eaux et se réduisent année après année. Tout près de la Grande Motte, c'est une fine langue de sable, malmenée par les flots. Partout, ces débris qui ressemblent à des amas de bois charriés par la mer.
Mais à hauteur d'homme, c'est tout autre chose. Des milliers de palissades arrachées aux dunes avec le sable qu'elles étaient censées retenir. Les planches de ces pontons flambant neufs que plus rien ne soutient. Des kilomètres de plage dont les promeneurs ont désormais bien du mal à distinguer les contours. Vous la reconnaissez, votre plage ? Ouh non, alors là, elle a bougé. Par endroits, en quelques heures, ces dunes ont reculé de 7 mètres. Cette photo-là date de l'exercice 2013, où on pouvait installer des transats, des parasols sur la plage. En 2014, nous sommes sur pilotis. Nous avions 35 mètres en 2013, nous avons perdu 20 mètres, donc nous nous sommes retrouvés à 15 mètres de plage l'année dernière, et le phénomène s'accélère encore. La mer de plus en plus proche. Et pourtant, en 2009, des millions d'euros avaient été dépensés pour la repousser. Du sable rapporté au rivage par ce gigantesque tuyau. Derrière ce mince cordon de dunes qui menace de nouveau de lâcher, des habitants dont le départ semble plus que jamais inéluctable. On parle de 20 ans, ouais. Dans 20 ans, normalement, c'est fini. C'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. Ça vous inquiète un peu ? Oui. Oui, parce que bon, on dit qu'elle montera de plus en plus, et puis bon, moi j'habite quand même au rez-de-chaussée. La Méditerranée. Comparée à l'océan, cette mer a l'image d'une étendue calme. Le cliché a peut-être fait long feu. Car au fil des dernières intempéries, une réalité brutale a refait surface. Nos 900 km de littoral méditerranéen sont de plus en plus vulnérables. D'étranges scènes, comme celle de ce navire échoué à Cannes, le long de la Croisette, il y a un mois. À Saint-Égulphe, tout près de Fréjus, difficile désormais d'imaginer une plage sous ces débris. Au dernier coup de mer, 1 mètre d'épaisseur de sable a été avalé. Le local préfabriqué des surveillants de baignade, et un peu plus loin, la terrasse d'un hôtel menace de s'effondrer. Ici, nous avons le ponton qui continue et qui fait le tour à l'angle que vous voyez là-bas. Comme souvent dans la région, c'était une plage artificielle, reconstituée après les intempéries de 2010. Une manne touristique que ce professionnel espère retrouver avant l'été. C'est vraiment fondamental parce qu'on en a un besoin réel, que ce soit aussi bien pour l'activité de l'hôtel que aussi bien pour l'activité de Saint-Égulphe, parce que l'air de rien, quand même, on génère quand même beaucoup de monde. On est une grosse structure, donc c'est vrai que si on a du manque à l'hôtel, il y a un manque sur le village de Saint-Égulphe. Sur de nombreuses communes, les réensablements sont devenus des rituels chaque année. Des opérations qui, face à la mer, n'ont jamais semblé aussi dérisoires. Du cinéma, avec l'histoire d'un juge qui a bel et bien existé. Le juge Michel, un magistrat incorruptible, assassiné à Marseille en 1981 pour avoir voulu s'attaquer à la French Connection, la mafia, les faux monnayeurs et le trafic de drogue qui gangrénait la cité phocéenne. Jean Dujardin et le juge Michel dans La French, un film du réalisateur marseillais Cédric Jimenez, sorti sur les écrans cette semaine. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne. Marseille, années 70. Un jeune magistrat débarque dans une ville gangrénée par la drogue. Bon appétit, monsieur le juge. Il est nommé juge du grand banditisme. Il s'appelle Pierre Michel. Vous connaissez tout vos dossiers par cœur ? Ma date de naissance ? 15 avril 1935. Un juge brillant et bien réel. En France, Pierre Michel est devenu célèbre le jour de son assassinat. Bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Le 31 octobre 1981, le juge Michel est abattu de 3 balles par 2 tueurs à moto. Le magistrat s'était fait beaucoup d'ennemis en combattant les faux monnayeurs et les trafiquants de drogue. Un incorruptible qui a inspiré le réalisateur marseillais Cédric Jimenez. J'ai un profond respect, une profonde admiration même pour cet homme. Ses convictions, cet homme de passion avec ce courage incroyable, c'est vraiment le genre de personnalité moi qui me fascine. Et concrètement, vous comptez vous y prendre comment ? Et ça, c'est à vous de me le dire, commissaire. Qu'est-ce qu'on a sur la French ? Oui. C'est la French qui fait là. Ce que j'ai admiré, c'est la pugnacité. C'est le je m'engage et je vais au bout des choses. C'est quand même chargé à cette époque, hein. Ces grandes familles mafieuses qui dirigent la ville, etc.
le commun des mortels ce serait pas défilé, mais enfin, il y a un moment où les choses s'arrêtent, il y a un moment où on ne peut plus. Il va au bout. Jean Dujardin enfile son costume et s'attaque à un gros poisson du Vieux-Port. Gaëtan Zampa, dit Tani, un parrain marseillais incarné par Gilles Lelouch. J'ai toujours rêvé d'incarner un méchant, entre guillemets. C'est la première fois que je le fais, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais encore une fois parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce méchant-là. C'est pas juste un méchant définitif comme dans les Marvel. Zampa, t'as que ce mot-là à la bouche, t'es complètement obsédé. Des personnages et une histoire librement inspirée de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. Jusqu'à imaginer une rencontre entre le juge et le voyou qui n'a jamais eu lieu. Mais le destin du juge Michel, lui, est bien fidèle à l'histoire. À l'époque à Marseille, c'est le milieu qui fait la loi. On quitte Marseille pour Naples et vous allez voir que là encore il va être question de cinéma. Je vous propose de découvrir cette ville d'une toute autre manière. Nous allons déambuler dans des lieux qui ont souvent servi de décor à des fictions. Des rues et surtout des escaliers devenus mythiques et qui sont aujourd'hui encore l'âme de la cité napolitaine. Pour découvrir la Naples authentique, il faut oublier la carte postale et accepter de commencer la visite par ce parking sans âme. Ce matin, autour de Carmine Maturo, ils sont une dizaine et ils vont partir à l'aventure. On va emprunter quelques-unes des 200 ruelles piétonnes. En fait, ce sont 200 escaliers, personne ne les connaît vraiment. C'est parti pour des centaines de marches à escalader. Ascension dans le cœur populaire de la cité, angle de vue inédit, où les habitants font partie intégrante du décor. C'est tout le charme de la visite. Il y a même des Napolitains surpris de découvrir ainsi leur propre ville. Moi qui suis un habitant de Naples, je fais justement cette visite parce que ce quartier, par exemple, je ne le connais absolument pas. Et au détour, les habitants acceptent d'entrouvrir leur jardin secret. Tout d'un coup, un détail invisible apparaît. C'est une merveille, mais comment ça peut exister? Et le groupe va de découverte en découverte. Qui sont clos, en fait. Et une fois qu'on a pénétré dans ce quartier, on est retrouvé dans un monde à part, mais qui est loin d'être dangereux, comme on le prétend. Mais visiter Naples par les escaliers, c'est aussi comme entrer dans un film. 1963, Vittorio De Sica pose sa caméra escalier de la santé. Le bien nommé, Sophia Loren y vendait des cigarettes. 50 ans après, c'est un peu la même comédie. Et les habitants sont ravis de jouer le jeu. L'escalier, c'est la vie. Si tu passes ici même à 8 h du soir, il y en a qui discutent, d'autres qui fument. Il se passe plein de choses. Notre maison à nous, c'est l'escalier. Comme quoi, Naples est bien un théâtre qui mérite d'être découvert par les coulisses. Et sachez que vous pouvez voir ou revoir ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte avec une exposition au Musée national Marc Chagall à Nice. 40 gouaches sur papier rarement présentées. La dernière fois, c'était au Louvre en 1967. Un ensemble réalisé au début des années 30 pour un éditeur qui voulait publier une Bible illustrée. Une véritable ébauche des recherches du maître sur l'art sacré. Au revoir, passez une très belle semaine.